Rapidement, stockage de l'énergie, les technologies ne sont pas matures. Autrement dit, c'est pas industrialisé. Je parle pas pour les voitures électriques, je parle vraiment stockage d'énergie dans le bâtiment. Donc c'est un problème de coût. C'est comme j'expliquais tout à l'heure, les technologies de télérelève et de récupération des données maintenant sont abordables. Elles existaient avant, mais elles n'étaient juste pas matures et donc elles n'étaient pas vendables sur le bâtiment. Vous posez la bonne question, pour répondre à la deuxième question, c'est comment on fait pour que les gens puissent investir, parce qu'on a des retours sur investissement, même si c'est des économies importantes. On arrive au problème du coût de l'énergie aussi, et comme le coût de l'énergie en France, notamment électrique, est plutôt faible, les retours sur investissement peuvent être un peu longs. Ce qui fait que le vrai problème qui va se poser, c'est le financement de cet effort-là. Et là, on tombe sur un parc, en face de nous, qui est très diversifié. Alors, vous avez de l'habitat social, qui a pas, suivant les secteurs, n'a pas toujours été très rénové. Ça, c'est assez facile, pour autant que le bailleur se décide à le faire. Je prenais l'exemple de ce qu'on a fait en Normandie, on pourrait trouver plein d'exemples où il n'y a évidemment pas forcément Eiffage. Donc moi, je pense que s'il y a un peu de réglementation et qu'on aide un petit peu les bailleurs sociaux, il y a forcément des choses à faire. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont aussi du retard de construction de logement social. Donc ils ont aussi leur choix à faire entre j'améliore mon bâti existant et puis il faut que j'avance un petit peu sur ma production de logement. Et après, là, le sujet... Moi, je pense qu'en tout cas, cet acteur-là, il est facile à faire pour autant qu'il y ait une décision, sachant comme ils ont plutôt du retard dans la production de logement, ils ont en règle générale plutôt une trésorerie qui leur permettrait d'investir. Et comme là où on attaquerait les pires, le retour sur investissement est évidemment plus court que sur l'habitat social qui lui a déjà été rénové et un petit peu plus récent. Parce que l'habitat social, il a été beaucoup fait après-guerre, années 60, etc., où on a fait des choses qui sont des pures passoires, quoi. Donc là, pour le coup, il y a beaucoup à gagner. Il y a de l'habitat diffus et de la maison individuelle un peu ancienne. Alors ça, c'est vraiment, je pense que c'est probablement le sujet le plus compliqué, qu'on touche à du particulier, le retour sur investissement peut être un peu long, qui ne comprend rien dans les aides. Moi, en tant que particulier, je ne comprends strictement rien dans les aides. Je vais sûrement me faire... Pour rien vous cacher, j'ai remplacé une bonne partie de mes menuiseries à la maison, parce que c'est une maison un peu ancienne. J'ai une chance sur deux que je ne me fasse redresser, mais je ne pourrais pas vous dire pourquoi, parce que j'ai absolument rien compris à ce que j'ai déclaré et à ce que j'ai bien calculé, etc. Ça, c'est un vrai sujet, parce que le particulier, il ne va pas se prendre un assistant maître d'ouvrage, il ne va pas se prendre un architecte, il ne va pas se prendre un conseil, il n'y comprend rien, il a peur, on lui fait des pubs dans tous les sens, que ce soit des entreprises plus ou moins sérieuses, et donc, le vrai problème, ça va être le particulier. Il faut faire du simple, et il faut faire du un peu aidé. Si on l'aide pas un petit peu, il ne se passera rien sur le bâtiment individuel. Donc là, je ne réponds pas à votre question, je dis juste que c'est le vrai sujet, il va être là. Et pourquoi je voulais parler du bâtiment existant et pas du neuf, c'est qu'autant la réglementation neuve a été quand même renforcée et à peu près claire, autant sur le bâtiment existant, notamment vis-à-vis du particulier, c'est un vrai capharnaüm, on n'y comprend rien. Il ne comprend rien en termes d'aide, alors qu'il y a des choses, et je pense que là, il faudrait que l'État se penche sur ce sujet et essaye de clarifier, simplifier, aider et un petit peu financer. La question qu'il y a derrière, qui est fondamentale, qui est aussi le coût de l'énergie. Je ne l'aborde pas là non plus aujourd'hui, mais le coût de l'énergie, c'est un vrai problème, mais c'est aussi une opportunité, donc il faut faire très attention. C'est un problème, c'est que tant que l'énergie n'est pas chère, on est peu incité à faire des économies. Certes. Maintenant, je me place du côté industriel. S'il y a encore une industrie en France, c'est notamment les énergies, évidemment, les industries les plus énergivores, c'est aussi parce qu'on a un coût de l'énergie compétitif, un réseau qui est assez fiable, parce qu'il faut une sécurisation de l'alimentation, et un coût de l'énergie qui est faible. Donc il faut faire très attention, parce que si on commence à augmenter trop le coût de l'énergie, on va avoir des effets induits qui peuvent être dangereux sur nos industriels et sur leur choix d'investissement. Alors, vous avez remarqué que l'investissement industriel en France, il est quand même pas extraordinaire. Moi, je vous dis qu'il y a des industriels qui ont quand même décidé d'investir en France, que dans leur calcul global, l'énergie est un facteur déterminant, et évidemment, il y a le niveau de l'ingénierie en France qui aide un peu, mais il y a moins le coût de la main-d'œuvre, même si ce n'est pas qu'un problème de coût, mais ça, on déborde complètement du sujet. Toujours est-il que le coût de l'énergie, il faut faire attention. Alors, est-ce qu'il faut différencier le coût de l'énergie entre le consommateur final et les industriels? Là, encore une fois, ça dépasse complètement le débat d'aujourd'hui. En tout cas, la solution qui serait juste de dire j'augmente le coût de l'énergie comme... Je dirais, je mets 75% de taxes sur le pétrole, il faut faire attention parce que ça a des effets induits qui peuvent être négatifs. Du coup, il y a ce problème d'équilibre entre l'investissement initial et le retour sur investissement dans le bâtiment existant. La vraie question là-dedans, c'est qu'on est sur des domaines d'investissement et donc de prise en charge des collectivités sur un nombre d'années, quand l'investissement est fait par une entreprise, sur un nombre d'années qui est de 15-20 ans. Or, un élu,
il est élu pour 6 ans en termes de mairie. Donc la vraie question que je me suis moi-même posée, peut-on engager une ville avec des paiements qui à ce moment-là sont fixés pendant 20 ans, alors qu'on ne connaît pas l'évolution des recettes? Et avec ce qui se passe au niveau de l'État aujourd'hui, baisse des dotations, les endettements et les dettes de la collectivité ne changent pas avec la dotation de l'État. Donc on ne voit pas très bien comment tout ça est possible. On voit comment tout ça, il y a des collectivités qui l'ont fait, mais qui sont dans des situations financières extraordinairement difficiles, puisque cet engagement a été pris, le retour sur investissement est quand même très long, on vient de dire, et l'engagement d'un élu qui est élu pour 6 ans, il engage sa ville en paiement pour 20 ans. C'est pas du tout la même chose que d'investir chaque année et de voir absolument, en fonction de l'évolution des recettes, de ce qui se passe, des décisions à prendre. Donc ça, c'est un vrai sujet dans le contrat de performance. Dans le neuf, c'est relativement facile. On construit un bâtiment qui va vivre 100 ans et qui a fait un choix d'une énergie peut-être pour 50 ans. Et donc, on peut se dire, grosso modo, si aujourd'hui les énergies ne sont pas très chères, demain, elles vont monter, et donc on va tout de suite à une conception qui tient compte que sur longue période, les prix des énergies augmenteront. Sur la rénovation, c'est totalement différent. On est à un instant T, et même si on sait quelle est la bonne solution à long terme, pour la déclencher, il faut qu'il y ait un contexte favorable en termes de prix des énergies. Donc cette question a été évoquée, et on ne peut partager que l'opinion de Serge sur ce sujet. Il faudrait, si on était responsable, profiter d'un moment où le prix des énergies est bas pour pousser la valorisation des émissions de CO2. Et ça ne peut être fait évidemment qu'au niveau européen. Il y a un marché des droits d'émission, il peut y avoir des politiques de taxation, mais tout ceci doit être harmonisé, sinon c'est la compétitivité qui est en cause. Et donc là, il faut reconnaître qu'on n'est pas vertueux et qu'on n'a pas pris les dispositions nécessaires pour restreindre dans une vision à long terme les émissions de CO2 et dégager des prix correspondants du marché des droits d'émission, et d'une part, et des taxations d'autre part. Donc là, il y a une certaine impasse. Bon, au-delà de ce problème de la rénovation dont on a vu une multitude d'aspects, et on est loin d'avoir épuisé le sujet, et on y reviendra sans doute maintes fois dans ces petits déjeuners, il y a aujourd'hui un apport nouveau, une incitation à réfléchir sur la gestion d'un ensemble plus vaste qu'un bâtiment fait un grand ensemble. Cette réflexion, elle est novatrice, elle est compliquée, et elle est très souvent évacuée en disant « bon, c'est des cas d'espèce, et chaque fois il faut trouver la solution intelligente ». Oui, certes, mais il y a peut-être un certain nombre de principes qui devraient progressivement se dégager. Alors, ce qui complique les choses, c'est qu'on l'a très bien compris en écoutant notre orateur et surtout les réponses qu'il a apportées, c'est qu'à côté des gains purement matériels, de l'avantage de raisonner au niveau d'un écoquartier, le foisonnement des demandes, les économies qu'on peut faire en centralisant certains types de décisions, il y a des gains très immatériels, liés à la politique d'ensemble, au choix judicieux des investissements, en traitant par priorité certains sujets, alors que la tentation au niveau individuel, c'est de faire passer tout le monde dans un moule identique. Et ceci impose que l'on raisonne sans doute de façon différente pour tirer le maximum de valorisation de cette idée de raisonnement à un ensemble plus vaste que le bâtiment. Alors on a évoqué également à cette occasion les freins réglementaires. Oui, il y a à faire certains virages. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que dans les groupes de réflexion qui travaillent autour de la DHUP sur ces questions, mais on est plutôt sur les bâtiments neufs, il y a donc le vide béant sur la rénovation. Et lorsque l'on raisonne au niveau d'un écoquartier, même un écoquartier neuf, pour l'instant, degré de réflexion 0. Et donc la réflexion, je dirais, administrative est extraordinairement en retard sur la réalité du terrain, ce que vous cherchez à faire.
Et donc là encore, il y a une révolution, j'allais dire copernicienne, de la vision des gens qui font de la réglementation et qui réfléchissent sur les aides de l'État qu'on peut apporter à partir de ce type de sujet. Et puis quand même, une réflexion qu'on a eue d'une façon générale et qu'on peut partager totalement, c'est que, in fine, c'est bien l'individu qui est en cause, les décisions qu'il prend, et qu'il faut préférer à la contrainte la responsabilisation. Et donc, là-dessus, on a encore allé assez loin. Et je ferai simplement une remarque, c'est que ceux qui entendent planifier la température des locaux de façon autoritaire n'oublieront pas qu'il y a le chauffage électrique d'appoint qui démarre et que nous avons aujourd'hui 20 gigawatts de radiateurs électriques planqués dans les placards qui ne demandent qu'à sortir en période de grand froid si on ne tient pas compte de la qualité exigée aujourd'hui. Ce d'autant plus que le radiateur électrique d'appoint a l'immense avantage d'être indolore au moment où on le branche, mais par contre la facture qui arrive 6 mois plus tard retrace toutes les extravagances que vous avez faites. Bon, j'arrête là parce que c'est impossible de faire une synthèse de tout ça.